Voici le texte de cet après-midi. C'est un recueil de poèmes. Le titre Entre révolte et lumière. Un livre écrit par Benjamin Désiré Boadi. C'est un ressortissant de l'Est de la Côte d'Ivoire. Eh bien, Benjamin Désiré Boadi est un professionnel des finances publiques, fort de plusieurs décennies d'expérience au service de l'État ivoirien. Il a occupé des fonctions stratégiques à la trésorerie d'Abidjan, participé à un important projet de réforme fiscale et foncière, puis exercé comme agent comptable dans plusieurs établissements publics. Plus récemment, il a été payeur à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun, c'est-à-dire de 2021 à 2026, un poste qui va bientôt, évidemment, quitter, mais parallèlement à sa carrière administrative, il nourrit une profonde passion pour la littérature, l'histoire, l'anthropologie et la philosophie inspirée par la pensée de Cheikh Anta Diop. Il s'inscrit dans une dynamique de valorisation des civilisations africaines et de réveil des consciences. Eh bien, Benjamin Désiré Boadi est avec nous et il n'est pas seul. Mais d'abord, on va l'accueillir. Benjamin Désiré Boadi, bon après-midi et bienvenue sur Le Point littéraire. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir. J'aimerais vous demander comment est-ce que votre séjour au Cameroun depuis 2021 jusqu'en 2026 se passe. Merci pour la question. Et c'est une question assez fondamentale. Le Cameroun, c'est un beau pays. Oui. C'est un pays où il y a beaucoup de choses à découvrir. D'abord, l'homme. Et j'ai été très bien accueilli au Cameroun. Et c'est avec beaucoup de joie que chaque fois je rencontre de nouvelles personnes. Et en dehors de tout ce qui concerne l'humain, il y a aussi le paysage. Le Cameroun montre vraiment de très beaux paysages. Donc pour le tourisme, en tout cas, c'est une terre, je dirais, à découvrir. Vous êtes au Cameroun, ça fait plusieurs années maintenant. S'il fallait, y a-t-il une préférence ? Vous êtes heureux de retourner à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ou bien vous souhaitez poursuivre votre séjour ici au Cameroun? C'est une question, je dirais, piège. Bon, en fait, c'est vrai que c'est la belle famille. Hein? Oui. Et le Cameroun, c'est l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Oui. Et seulement que, bon... on est toujours mieux chez soi. On est mieux que chez soi. Toute la famille m'attend de l'autre côté. Oui. Madame, les enfants, en fait, et puis... beaucoup de choses m'attendent en tout cas de l'autre côté. Il faut dire que vous avez travaillé à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun. C'est ça. Vous êtes là depuis 2021. Vous étiez même celui qui portait l'argent en fait, parce qu'on dit le payeur. Le payeur, c'est celui en fait qui gère l'argent. Est-ce que c'est une tâche facile? Pas du tout. C'est pas facile de gérer les finances d'une structure importante comme l'ambassade. Oui. Et dans n'importe quelle structure de l'État ou même privée, ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas que l'argent est entassé quelque part dans votre bureau, pas du tout. On fait tout à partir des virements et autres, mais c'est le processus... une certaine rigueur. C'est ça, il faut une certaine rigueur. Et nous avons des règles en matière de finances. Il faut que pour... rendre possible une dépense, qu'on respecte un certain nombre de règles. Donc ce n'est pas toujours facile. Oui. Vous avez géré beaucoup d'argent là-bas, et même au niveau de la Côte d'Ivoire, mais vous vous retrouvez également dans le secteur de la poésie. C'est ça. 40 ans plus tard, vous publiez enfin votre tout premier recueil de poèmes Entre révolte et lumière. 40 ans, c'est un peu comme 40 ans de traversée de désert entre les refus, les orientations hautes. Non, monsieur, faites plutôt des recueils de nouvelles et pas de poésie, ou bien essayez d'écrire un essai. Dites-nous, comment l'expérience se déroule lorsque vous décidez d'abord d'écrire à votre niveau? Vous êtes encore au lycée? Oui, même avant le lycée, j'étais au collège quand j'ai commencé à écrire. Et mon premier poème, c'était en 1979. Et le premier poème, en 1979, j'étais en classe de 5e. Ça veut dire que ça fait longtemps que j'essaie de faire un peu de poésie. Oui. D'écrire des mots qui chantent, qui parlent au grand public. C'est ça, d'abord, c'est quelque chose qui s'adresse à moi. Et puis ensuite,
je me rends compte que bon, ça peut aussi être destiné au public. Comment est-ce que vous entrez en contact avec la toute première maison d'édition et que vous disent-ils, ce que vous rencontrez? Merci. La toute première fois où j'ai rencontré une maison d'édition, c'était en Côte d'Ivoire. C'était en 1986. Et bon, j'ai déposé mon tapuscrit et puis 86. Déposé mon tapuscrit et puis la maison d'édition en question, SEDA, a fait savoir que bon, ça n'intéresse pas. Et par la suite, je me suis adressé à une deuxième maison qu'on appelle NEA. Et depuis un moment, cette maison d'édition s'appelle NEI, c'est-à-dire Nouvelle Édition Africaine, devenue Nouvelle Édition Ivoirienne. Oui. Et bon, donc c'était le même son de cloche. Hein. Et bon, les gens n'étaient pas intéressés au niveau de ces deux maisons d'édition à tout ce qui concerne, en fait, n'étaient pas intéressés à la poésie. Oui. 40 ans plus tard, vous avez la chance et l'opportunité d'être édité. Et c'est par le biais des éditions Les Fous du Livre. Le docteur Onoïs Koza, c'est la patronne des lieux. Bon après-midi et bienvenue sur le pôle littéraire. Bon après-midi Jean-Jacques Foucault, bonsoir Désiré Benjamin Boadi. Bonsoir. Et merci à Royal FM de toujours nous ouvrir ses portes lorsqu'il s'agit du livre. C'est un plaisir. Alors dites-nous, comment est-ce et où s'est déroulée la rencontre avec cet auteur ivoirien, Benjamin Désiré Boadi? Alors, étant donné que déjà la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère, un pays ami, il est toujours... je suis presque toujours en train d'aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que lors de mes multiples rencontres avec monsieur l'ambassadeur et le premier conseiller qui est parti un peu avant lui, monsieur Daniel Kwakam. Alors, c'est comme ça que... lui, passionné du livre, est sorti de son rôle de payeur pour devenir un payeur de livres chez moi. Donc, c'était déjà ça. Après, payeur de livres, un jour, il a choisi de venir avec sa famille, c'est-à-dire ses enfants, du côté du musée national où je suis bien installée au pôle des arts littéraires du Cameroun. Il a découvert c'est-à-dire le savoir-faire camerounais à travers les livres. Et donc, il en prenait vraiment en marketing. Et un jour, dans son bureau, je lui ai dit, mais écoute, tu ne vas pas finir ta vie à lire pour les autres. Tu m'as dit que tu aimais écrire et tout, ça fait longtemps. Alors, est-ce que tu ne pourrais pas ressusciter ces manuscrits? Est-ce que ça ne peut pas sortir des tiroirs? Et là, il m'a dit non. Alors, parce qu'il faut dire que M. Boadi est conservateur, il est un peu comme le pape Benoît XVI, c'est-à-dire... Il aime avoir des archives avec lui. Il est archiviste. Hein. Je pense qu'il devrait refaire un tour du côté de l'Estique ici pour aller faire vraiment... oui, parce que... Alors là, son âme de conservateur m'a dit, oui, j'ai écrit il y a plus de 20 ans des choses et tout, mais là, je ne peux pas sortir ça parce que je vais faire de l'auto-édition. Alors, je lui ai dit, tu ne peux pas avoir une amie comme moi qui demande aux auteurs de publier dans les règles de l'art à partir d'une maison d'édition et tu vas faire... ce que tu vas faire là, c'est un peu du bricolage. Alors, il m'a dit non parce que les éditeurs ont souvent refusé, rejeté ces manuscrits et tout. Et il pense que ça peut être son métier du soir. Parce que il aimerait bien faire dans l'édition. Donc, il pense que son livre peut être... J'ai dit non, écoute, on ne peut pas être juge et partie. Donc, il faudrait bien que l'autre personne puisse te lire. Je l'ai dragué pendant près de 3 ans. Et l'année dernière, je pense qu'il est rentré net dans mes filets. Et il n'a pas eu un autre choix que de publier. Donc, entre Révolte et Lumière, il faut dire que c'était déjà pas le titre original, mais ça, il peut en parler. Oui, il faut dire que 3 ans plus tard, pourquoi 3 ans plus tard? Pourquoi vous avez peiné à vous décider finalement de faire publier votre manuscrit qui datait quand même de 1986? C'était là une opportunité. Ah oui. Bon, merci beaucoup pour cette question. Je dirais que 3 ans, je dirais même 5 ans, puisque c'est depuis 2021. Oui. Et c'est depuis 2021 que le docteur voulait, coûte que coûte, que je lui laisse mon document. Je ne voulais pas.
Et il faut dire qu'elle a été téméraire. C'est parce qu'elle a été téméraire qu'elle a pu vraiment avoir en fait ce document. Parce que j'étais convaincu qu'il fallait que moi-même je m'auto-édite. Oui. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait une crainte encore de voir le document rejeté une fois de plus. C'est devenu une affaire maintenant de... comment on appelle ça, de prise de conscience personnelle et de défis. Dès l'instant où les maisons d'édition classiques refusent de m'éditer, je me suis dit qu'il faut que moi-même je devienne éditeur. Et avant d'éditer d'autres personnes, il faut que je commence par moi-même. Voilà. Il y a le docteur Honoris Causa Marie-Betty Mawem qui nous dit que le titre Entre révolte et lumière, c'était pas le titre au départ qui avait été choisi par vous. Tout à fait. C'était plutôt Cesse de danser Afrique. Cesse de danser Afrique. Pourquoi Cesse de danser Afrique? Bon, en fait, ce titre est un peu énigmatique. Ça peut donner l'impression que je suis contre certains amis qui sont dans le domaine de la danse. Pas du tout. Au contraire, tout ce qui est danse, c'est une expression en fait d'une partie de notre culture, surtout en Afrique. Et ici, le mot danser, j'ai pris ça dans un autre sens. Et le mot danser, c'est surtout l'amusement gratuit, fortuit, et l'amusement, tout ce qui nous pousse à observer des scènes souvent de bassesse et qui ne nous amène pas à quelque chose d'élégant. Généralement, la danse fait référence à la réjouissance, la jouissance, et pas nécessairement à quelque chose de construit. Oui, en fait, c'est vrai que l'Afrique a besoin de se réjouir, mais quand on regarde tous les fléaux qui frappent ce continent et tous les problèmes de misère sociale, morale, et alors c'est difficile de voir un peuple qui souffre en même temps qui est heureux. Alors c'est un contraste terrible. Et je voudrais donner l'exemple un peu simple. Voilà que quand il y a un deuil, logiquement on est là pour pleurer, n'est-ce pas? Oui. Mais ce que l'Africain fera de mieux, c'est de plutôt danser davantage pendant le deuil. C'est une façon de peut-être... c'est peut-être une philosophie, une façon de minimiser le mal qu'on vit et à travers la danse. Oui. Et donc si on passe sur cet aspect et qui est effectivement l'expression corporelle de ce que la personne ressent de joyeux, alors je dirais que c'est le fait d'organiser tout un ensemble de schémas qui amène l'homme à ne pas prendre conscience de ce qu'il est, de ce qu'il doit faire. Marie-Betty Mawem, comment est-ce qu'on arrive à convaincre le poète de changer son titre ou bien d'apporter des modifications au niveau du titre de son recueil de poèmes? Parce que la technique, à un moment donné, est obligée de réagir. Parce que lorsqu'un auteur apporte son manuscrit, il a un fond. Et en tant qu'éditeur, je n'ai pas le droit de toucher ce fond. Mais par contre, en ce qui concerne la forme et la fabrication des couvertures, des éléments comme ça, y compris maintenant le titre de l'ouvrage, parce que le titre de l'ouvrage est ce qui nous accroche à la librairie. Donc, en ce moment, il y a l'homme d'affaires qui est derrière avec tout son intérêt. Qu'est-ce qu'il va vendre? Et maintenant, un titre aussi doit être un peu littéraire aussi. C'est-à-dire, d'un coup, quand on a le titre, on n'est pas obligé de comprendre immédiatement ce qui est dans le livre de manière linéaire, entre révolte et lumière, parce que oui, après lecture et relecture, c'était exactement ce que l'âme du jeune garçon, parce qu'il faut tenir compte, peut-être s'il avait écrit ce livre aujourd'hui, on aurait pu laisser ce titre, ça aurait marché parce qu'aujourd'hui, on pourrait vraiment demander à l'Afrique de cesser de danser. Mais sauf que aux années dont il écrit ce livre, ce n'est pas la même vision en Afrique. Donc lui, il commence à être un peu visionnaire étant très jeune. Oui. Donc du coup, en lisant le livre, on voit plus de la révolte dans la petite poitrine du jeune étudiant. Et on voit aussi un espoir, donc la lumière. Mais comme il n'est pas à la prise de décision, alors il y a entre.
Donc du coup, entre révolte Il est un et peu lumière, partagé. voilà, c'est un peu ce que le jeune homme qui écrit en ce moment-là nous sert. Donc je crois que le titre Cesse de danser l'Afrique n'aurait pas, c'est-à-dire Peut-être rendu fidèlement compte. représenter le contenu de cet ouvrage. Benjamin Désiré Boadi, l'enfant ou le jeune, parce qu'à ce moment vous êtes un adolescent, vous écrivez, vous regardez l'Afrique, vous constatez que il y a quelques problèmes avec notre élite dirigeante, la gouvernance des pays africains, avec on vient de traverser la période des indépendances, on a une nouvelle élite bourgeoise qui a quelques soucis, qui a du mal à adopter peut-être des comportements pour le développement. Est-ce que le regard que vous aviez à cette époque-là est le même aujourd'hui? Bon, en fait, c'est mitigé. C'est mitigé. C'est vrai que juste après les indépendances, ce n'est pas facile. L'Afrique a tout à acquérir, tout à construire, tout à bâtir, alors que il n'y a pas suffisamment de moyens financiers, logistiques, même humains, pour pouvoir mettre en route les différentes politiques de développement. Il faut former des hommes. Il faut former des hommes. C'est très important. Et la première des richesses pour le développement harmonieux d'une nation, c'est au niveau des ressources humaines. Et là, on ne peut pas trop se plaindre de ce que pour nos responsables, nos dirigeants aient des difficultés à mobiliser autant de compétences pour faire ceci ou cela. Et même des ressources. C'est pas facile. Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de travail abattu par les différents pays, les différents gouvernants. La prochaine question, c'est 50 ans plus tard, qu'est-ce qui a fondamentalement changé par rapport au regard que vous jetiez sur l'Afrique? Mais d'abord, le break et on revient. Royal FM. Wambo Otindiki Bangza. Eh grand-mère, ça veut dire quoi? Tu ne comprends pas ton patois? Je comprends quelques mots, mais pas tout. Certaines paroles gardent toute leur richesse dans leur langue d'origine. Avec Bibala, apprends facilement ta langue maternelle depuis ton téléphone. Plus de 20 langues camerounaises disponibles à partir de 250 francs CFA seulement. Tape étoile 280 étoile 36 dièse. Bibala, garde la connexion avec tes origines. Bibala, n'y a que Des fournitures à acheter, Momo te gère. Tente de gagner chaque jour des laptops connectés, 50 000 francs et des bonus imbattables. Fais un Momo. Royal FM. Institut universitaire Bissai 2026-2027. Nouvelle année académique. Nouveau campus pour le plein épanouissement de nos étudiants. En cycle BTS, licence, master, filière. Génie informatique, réseau et télécommunications. Spécialité, génie logiciel, réseau et sécurité. Bienvenue à nos étudiants dans notre nouveau campus situé au lieu dit Nkwaba, derrière l'immeuble siège de Renapro Finance SA, non loin du carrefour Vorgeniegue. Dans un cadre de travail moderne, calme, agréable et studieux, avec un corps enseignant expérimenté et dévoué, sélectionné avec rigueur. Une administration qui met l'étudiant au centre de toutes ses préoccupations et la pratique du bilinguisme qui offre la possibilité d'étudier en français ou en anglais. Contactez-nous au 693 93 02 31 690 20 37 08 678 04 42 01. L'Institut universitaire Bissai, créé tout simplement pour votre savoir-être. Je dis, comment ce gars a fait pour aller à l'école alors que son père raconte partout qu'il n'a pas d'argent? Je sais même, c'est bizarre. Le voilà même qui arrive. Posons-lui la question. Bon, tu as fait comment pour repartir à l'école? Gars, moi c'est Masso Bourse Académique. J'ai bénéficié de 3 ans de formation à 0 francs à l'Institut universitaire Bissai. Ma pension, mes frais de dossier d'examen m'a tenu tout un jour. Masso Bourse Académique, à partir de 100 francs CFA par jour, 26 000 francs CFA l'an. L'étudiant s'inscrit sans payer, étudie sans payer et obtient son diplôme pour être utile à la famille, à la communauté et à la nation. Devenez bénéficiaire lors du tirage au sort le 17 octobre 2026 en Kwaban sur le site du campus de l'Institut universitaire Bissai. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines.
Entre révolte et lumière, c'est le recueil de poèmes que oui. Aux faits politiques ou à des choses qui sont passagères. Il y a des textes à l'intérieur de ce recueil qui parlent de notre relation à Dieu. Et donc par moments, Dieu qui est plus ou moins interrogé, et ce qui veut dire que les exégètes et les théologiens ont aussi vraiment des choses à nous dire. Et ceux-là, ils sont là, et l'homme vit toujours c'est un travers, c'est une difficulté. Oui. Et lorsque vous parlez par exemple de la race noire, oui, vous êtes allé même chercher dans les versets bibliques pour chercher à comprendre où va la malédiction, pourquoi les noirs sont toujours derrière. Vous avez même utilisé des mots assez intéressants. Pourquoi nos cousins d'Asie, notre cousine d'Amérique se portent mieux et pourtant l'Afrique fait du statu quo jusqu'à présent. Oui, et là c'était au niveau du poème Cesse de danser Afrique. Tout à fait. Où nous faisons un amer constat de ce que l'évolution semble être une réalité au niveau de certains continents, que sont par exemple l'Europe, l'Asie, oui, pour ne citer que ces deux, alors qu'en Afrique c'est un désastre qui ne dit pas son nom. Et l'Afrique semble traîner, et quand on regarde de près les choses, ce qui fait un souci véritable, c'est le manque de cohérence dans l'action et même dans la pensée des peuples noirs. Et là, ça devient préoccupant. Et le peuple noir semble se mettre dans une sorte de mimétisme et en même temps se met dans une situation de complexe d'infériorité au point où il n'arrive plus à décoller réellement. Et il est tétanisé, il est là et il attend que tout soit décidé pour lui depuis l'Occident. Comme si c'était vraiment un groupe d'enfants qui n'attendent que en fait la réaction des parents pour pouvoir agir ou même sortir. Peut-être pour rester sur des textes qui sont plutôt engagés sur le plan politique, est-ce que la faute c'est essentiellement l'Africain lui-même? Est-ce que vous ne vous dites pas qu'après 50 ans, on n'a vraiment pas lâché totalement du lest aux pays africains pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont besoin de faire? Est-ce que l'influence de certaines puissances ne demeure pas un frein pour le développement de nos pays africains? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que l'Afrique, quelque part, doit lutter pour sortir d'une certaine situation dans laquelle elle se retrouve. Et l'ancien colonisateur ne va jamais accepter de libérer en fait l'ancien colonisé. Oui. Ça c'est une question de réalité. C'est lui qui vous permet de vous sentir plus à l'aise et de développer toutes sortes de biens et de confort chez vous. Oui. Vous ne pouvez pas laisser la personne partir comme ça. Et au niveau biblique, bon, si on veut faire un clin d'œil à la Bible, on a vu cela avec Pharaon. Quand Moïse a voulu faire sortir le peuple de Dieu de l'esclavage égyptien pour se retrouver en terre de Canaan, mais comment on appelle ça, le pharaon d'Égypte a dit pas question. Et donc ça a été une lutte. Ce n'est pas facile d'accorder la liberté à celui qui est véritablement à votre service et qui est corvéable à volonté. Généralement, on dit la liberté, elle s'arrache, elle ne se donne pas. Alors, le docteur Odoïs Koza, est-ce que c'était facile de diriger ou de mettre en forme un texte qui, sur le plan politique, est autant engagé? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas dû demander au poète d'aller un peu vers l'apaisement, d'utiliser des mots moins durs, des appréciations qui pourraient moins lui porter préjudice à un certain moment? Alors, je pense que un enfant peut mieux peindre la société que les adultes. Donc, tout ce qui était dans son livre déjà était intéressant parce qu'au moment où il écrit, c'est l'innocence qui parle et un espoir qui parle. Et maintenant, la critique n'était déjà pas du tout aisée, mais sa critique
menait vers une révolte. Alors, il trouvait déjà que c'était pas normal. Et je pense que parmi les genres littéraires, la poésie a toujours été un art qui convient bien à la satire. Parce qu'effectivement, en poésie, on peut dire à quelqu'un, tu as presque pas été beau, sans lui dire totalement que tu es laid. Je pense que c'est ce que M. Boadi essaye de faire. Et aussi, aujourd'hui, je pense que l'Afrique a besoin des auteurs engagés, c'est-à-dire qui disent des choses comme il se doit, parce que ils n'ont presque rien à perdre, mais ils voudraient peindre la société comme dans laquelle ils évoluent. Donc, je pense que non, je n'ai pas trouvé le texte dur, j'ai trouvé qu'il est osé. Et je pense qu'aujourd'hui où il prend sa retraite, l'Afrique a bien besoin de lui plus qu'hier, parce que hier, il a fait plusieurs pays en Afrique et donc il connaît beaucoup de réalités africaines. Du coup, s'il se met à décrire l'Afrique et peut-être à nous donner même des essais dans le futur, en faisant ses propres synthèses, je pense que la plume de Benjamin Désiré Boadi peut être très très porteuse et peut aussi avoir beaucoup de révélations. Tout à fait. Donc moi je l'encourage et les fous du livre seront toujours là pour animer cette folie en lui. Il faut dire, Benjamin Désiré Boadi, qu'il n'y a pas que de la politique. On voit bien qu'à l'intérieur de votre texte, il y a un fils qui parle à sa mère, oui, avec des mots d'enfant. C'est ça. On sait dire et décrire l'amour qu'on porte à sa mère. Dans notre contexte, c'est souvent rare de voir un enfant parler aussi bien à sa mère, surtout parler d'amour. Dans quel état d'esprit vous vous retrouvez, dans quelles circonstances vous décidez de mettre ces mots sur du papier? Merci beaucoup. En fait, c'est le poème intitulé Poème pour ma mère. Mais en fait, j'ai toujours été très proche de ma mère. Ma mère m'a toujours fasciné. Ma mère, en fait, a toujours été un grand admirateur de maman. Et du coup, quand je me retrouve ailleurs, dans une contrée éloignée, où je n'ai plus cette possibilité de la rencontrer à tout moment, d'entendre sa voix, même de voir son regard. C'est comme si c'était deux amoureux. Hein. Ma mère et moi, en fait, il y a beaucoup de comment on appelle ça? Une relation fusionnelle. Complicité, oui, vraiment entre nous. Et donc, étant dans une situation où je ne sais pas comment rejoindre ma mère plus facilement, parce qu'il faut, pour des raisons d'études, être à un endroit où il faut observer la patience, et en ce moment, toutes sortes d'idées passent par la tête. Par la tête. C'est ça. Et on décide de se confier à son papier. C'est ça. Alors, vous n'avez donc pas fait les études totalement en Côte d'Ivoire? Si, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire, mais je n'étais pas toujours dans la même région que ma mère. D'accord. À côté de votre mère, il y a des sujets comme la paix. La paix. La paix, on peut bien comprendre que pendant plus de 10 ans, la Côte d'Ivoire a traversé un moment trouble. Ça a dû aussi vous affecter, vous impacter, vous donner certainement des mots. Mais je dirais que l'écrit de ce poème concernant la paix est bien antérieur à la situation compliquée que la Côte d'Ivoire a connue dans les années 2000. Puisque l'œuvre aurait pu même paraître depuis 86. Oui. Donc ça, c'est des tests vraiment antérieurs. Et ce n'est pas si c'est de façon prophétique ou quoi. Parce que ce genre de textes ont pu connaître le jour. C'est comme l'autre poème qui dit « Je suis combattant de la misère ». Oui. Mais en fait, quand je relis ce texte, c'est comme si j'étais en train de dépeindre la situation de la Côte d'Ivoire pendant la période difficile. Alors que ça, c'est un texte qui était là depuis longtemps. Si j'avais écrit ce texte-là maintenant, les gens pourraient peut-être faire une interprétation tendancieuse en disant que c'est parce que je sais qu'il y a eu une situation de guerre ou de troubles dans le pays. Non, pas du tout. C'est une alerte qui a été donnée. C'est vrai qu'à l'époque, en Afrique, partout, il
il y avait des guerres, Oui. il y avait des choses. Donc c'est un test universel que j'ai voulu faire. C'est même pas qu'un jour, des situations difficiles pouvaient se présenter vraiment à mon propre pays. On a écouté quand même pendant la cérémonie de dédicace de votre recueil de poèmes une question qui mérite encore un intérêt aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que si, au moment où vous étiez encore en exercice, vous aviez écrit ce livre, vous l'avez publié, je veux dire, est-ce que vous aurez eu des soucis? Oh, je ne pense pas que je puisse avoir des soucis de façon particulière. Parce que sache, nous avons affaire à des responsables, comment on appelle ça, administratifs, politiques, très ouverts et qui sont toujours en train d'encourager l'expression plurielle de la pensée. Tout à fait. Et puis, bon, ce qui est dit dans l'œuvre, en fait, ce n'est pas une façon de tirer sur quelqu'un. Bon, en fait, c'est quelque chose d'universel. Docteur, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous-même, en tant qu'éditrice, peut-être lectrice, vous lisez le livre, vous vous dites « Je suis totalement satisfaite du produit qu'on propose à nos lecteurs ». Oui, je suis satisfaite parce que Monsieur Boadi, déjà, il faut dire que de son être, c'est quelqu'un qui n'aime pas faire des choses, comme on dit vulgairement, n'aime pas des à peu près. Donc, il se convainc d'abord lui-même de ce qu'il propose. Et en tant que maison d'édition, c'est toujours un honneur de trouver un auteur accompli. Un auteur accompli. Peut-être aujourd'hui, il fait son premier ouvrage, mais il faut dire qu'il a participé à d'autres ouvrages, même si c'était collectif. Donc, l'art de l'écriture, ça, il avait déjà. Et maintenant, les thématiques qu'il souligne, je pense que ça peut faire des masterclass ou bien même des bons cafés littéraires pour essayer de sensibiliser encore et encore l'Africain d'aujourd'hui ou alors l'Africain futur, parce que d'une manière ou d'une autre, il nous fait traverser quand même 2 générations déjà. Et donc moi, oui, je pense que son livre est à acheter à la librairie. C'est un livre à lire à tout prix et il convient à plusieurs âges, c'est-à-dire les jeunes collégiens peuvent le lire, les étudiants peuvent le lire et bien évidemment les adultes déjà dans la vie courante peuvent lire cet ouvrage. Donc pour moi, il est à conseiller vivement et comme on le sait bien, un diplomate, c'est un grand politicien. Alors, qu'est-ce qui se cache entre les lignes? Je pense que c'est bien à découvrir. Le choix de la première de couverture, c'était à dessein? Oui, c'était à dessein parce que effectivement, entre Révolte et Lumière, on peut voir que le jeune étudiant, à ce moment, il n'a pas les moyens d'implémenter sa politique, c'est-à-dire ce qui lui vient au fond. Alors, comment il va faire pour éveiller l'Afrique? Il utilise la plume. Alors, et puis cette plume-là va retrouver donc je vais pas dire cette noirceur, mais cette nuit où est plongée l'Afrique et va donc essayer de briser pour que enfin jaillisse quand même la lumière, afin qu'un soleil puisse briller et que peut-être la lune éclaire un peu mieux. Donc je pense que le mélange de toutes ces couleurs nous donne entre révolte et lumière, parce qu'on voit une flume qui est vivante, qui est vibrante, qui est même d'ailleurs violente et qui vient donc là briser une glace et elle va bien évidemment s'éparpiller un peu de partout. Donc je pense que oui, c'était à dessein. Il y avait également des motifs, je me suis posé des questions, les motifs, est-ce qu'ils sont africains, camerounais ou ivoiriens? Effectivement, c'est un mélange parce qu'au Cameroun, il faut dire que M. Boadi est tombé amoureux de Bamoun, de la ville de Bamoun, donc de l'Ouest. Et comme il y a beaucoup de traditions du côté de l'Ouest qui ressemblent beaucoup aux traditions de la Côte d'Ivoire, surtout sur les motifs, par exemple les tissus et tout le reste là. Alors j'ai pensé que l'armoirie qu'on peut voir autour conviendrait totalement à des soins africains. Benjamin Désiré Boadi, ça veut dire que il y a quand même quelques similitudes dans la pratique ou bien dans les traditions, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Tout à fait. À travers, vous voyez ce symbole qui est là,
Et c'est un symbole bien ivoirien à Caen. Et celui-là aussi, on trouve ça bon au niveau même des pagnes traditionnelles à Caen. Oui. Et ça traduit beaucoup de choses. Et comment on appelle ça, à travers, comme docteur Mawen le disait tout à l'heure, à travers l'observation qu'on fait de certains faits sociaux et culturels, bien sûr, du Cameroun, on se croirait en Côte d'Ivoire. Oui. Et je comprends pourquoi, de temps en temps, ces deux peuples, malgré les accrochages qu'on peut observer, en tout cas nourrissent un grand amour. Et oui, ça c'est vrai. La belle famille, en tout cas, on ne sait pas. C'est une certaine rivalité, vous savez, quand vous avez des jumeaux, c'est souvent comme ça. La rivalité, en même temps, un genre de complémentarité et dans la lutte unitaire par rapport à quelque chose. Alors, je voudrais donner une petite anecdote. Oui. Pendant la crise au niveau des sports, c'était le football, oui, pendant la CAN, oui, et au Maroc. Mais je vous assure que beaucoup d'Ivoiriens se sont mis là à fustiger les frères de certaines nationalités qui s'étaient mis là à critiquer le Cameroun. Il n'est pas question. Nous ne vous permettons pas cela. Oui. Oui, ça c'est une affaire de belle famille. C'est entre nous, c'est nous les Ivoiriens. Nous pouvons critiquer, dire ce qu'on veut des Camerounais. Mais vous autres, vous n'avez pas le droit, ne vous mettez pas entre nous. C'est vrai. Vous voyez. Donc c'est quelque part, c'est intéressant. Vraiment, c'est certainement difficile à comprendre. Comment ces deux peuples qui sont éloignés géographiquement peuvent avoir une telle complicité si marquée. C'est une grosse question. Alors, votre poème préféré de l'ensemble, s'il y a un qui vous parle le plus par rapport à d'autres? En fait, il y a plusieurs poèmes oui, que j'aime. Mais là, le préféré. le préféré. Mon poème préféré, c'est le tout premier poème de ma vie. Éthiopie. Non, même pas. Ah, L'Éthiopie, ça vient après. C'est vrai que j'ai un amour terrible pour ce pays, l'Éthiopie. Mais c'est la fuite dans la solitude. La fuite dans la solitude. Oui. Ça passe de façon inaperçue. Mais ce poème, alors, a marqué quelque chose de très fort dans ma vie. Et mon grand-père maternel était dans un hameau, et puis loin de son village à lui. Et lors des travaux champêtres, ces femmes par mégarde ont laissé quelques tisons en brousse qui après sont devenus un véritable, c'est pas quoi faut dire, un problème d'incendie. Oui. Il y a beaucoup de plantations qui ont été dévastées dans la zone, les plantations de cacaoyers, de tous ses voisins. Et puis, comme si ce feu était intelligent, alors ça suivait les frontières de ces plantations. Et lui, il n'a perdu aucun pied de cacaoyer. Résultat, les voisins se mettent ensemble et viennent maîtriser le grand-père comme un taureau et tentent de l'égorger. Et j'étais là et j'ai suivi. Et cette scène m'a beaucoup marqué. Et pendant que les gens voulaient égorger le grand-père, deux de ses frères étant avec lui tentaient à leur niveau de s'opposer. Oui. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Les femmes, lui-même ses propres femmes et autres, bon, chacun prend ses enfants, puis quitte les lieux. Donc les femmes ont abandonné le mari. Oui. Les enfants sont tous partis. Moi, le petit-fils, c'est moi qui étais là assis en train d'observer la scène. Effroyable. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne me tirer de là. Mais tu fais quoi là? Il faut quitter le point. Alors c'est ainsi que, tout petit que j'étais, alors bon, je prends un chemin que je ne connais pas. Donc je me retrouve en brousse, une forêt dense, en train de partir je ne sais où. Donc pour moi c'est assez marquant. Oui. La scène de voir mon grand-père qui était tout puissant, être en danger, être maîtrisé,
être fragile. Alors j'ai dit, mais c'est pas possible. Cet homme-là, comment il peut être dans une position si inconfortable? C'était fort pour moi. De deux, que les femmes de sa maison disparaissent avec leurs propres enfants et me laissent là, ça c'était aussi terrible. quelque chose de terrible. D'accord. Et donc voilà, heureusement le grand-père a pu se tirer d'affaire. Et puis bon, la fin était vraiment une bonne chose. Et les gens n'ont pas pu l'égorger. Oui. Il semblerait qu'il a disparu après. Et puis bon, là, il est parti, on s'est retrouvés dans le village voisin. Entre Révolte et Lumière, Benjamin Désiré Boadi, vous avez compris qu'il y a vous avez beaucoup de textes quand même. C'est ça. Voilà, vous avez beaucoup de textes. Vous avez peut-être donné le titre pour que les auditeurs potentiels lecteurs puissent le chercher le moment venu. C'est ça. Voilà. Alors, docteur Honoris Causa, où est-ce qu'on va trouver le livre? Au Cameroun? Peut-être dans toute Déjà au l'Afrique? Cameroun, au niveau du pôle des arts littéraires du Cameroun, au musée national, à la librairie des peuples noirs, à la librairie Clé, à la librairie Saint-Paul et bien évidemment au FENAC du côté de Douala et en Côte d'Ivoire. Dans 2 ou 3 semaines, le livre il sera déjà disponible, mais il faut dire également que nous prenons déjà la peine de le traduire en anglais puisqu'il est beaucoup demandé, donc il y aura une édition en langue anglaise et aussi on pourra le mettre sur les plateformes internationales pour qu'on puisse le télécharger à partir de chaque bout du monde. Peut-être un dernier mot, Benjamin Désiré Boadi, pour la route, à ses confrères, à ses camarades camerounais qui vous ont écouté. Merci beaucoup. Et en fait, il y a tellement de choses à dire. Et le petit passage au Cameroun, c'est comme si c'était un genre de météore qui passait. Et ça a été rapide. Et le Cameroun m'a beaucoup apporté. Je vois un peuple endurant, un peuple courageux, un peuple de chercheurs, un peuple, je dirais, qui est toujours en train de vouloir réaliser ses rêves. Oui. C'est quelque chose qui est à retenir aussi. Je comprends pourquoi on dit impossible n'est pas camerounais. N'est pas camerounais. C'est ça. Et donc ça, c'est cette endurance. Et on voit ça au niveau même du football. Et nos filles, les Lyon, oui, tout récemment l'ont prouvé. Alors, cette percutance, cette puissance d'action sur le terrain, et avec un tel peuple, c'est-à-dire que rien n'est impossible, effectivement. Même quand tout semble être gâté, être déjà perdu, alors il y a toujours un peu d'espoir. Il y a toujours d'espoir, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est ce côté que je retiens dans mon petit séjour camerounais. En tout cas, merci à vous d'être passé à la radio. Surtout, bon retour en Côte d'Ivoire le moment venu. Merci beaucoup.